est-ce que déjà les travaux doivent commencer pour éviter ce qu'on a déjà vécu, parce que il faut bien se le dire, si le bailleur ne jette pas son argent, aujourd'hui ils ont annoncé, la démarche doit continuer pour obtenir effectivement le financement. Parce que l'annonce et le financement, il y a une grande différence. C'est ce qui échappe parfois aux gens. On rentre avec beaucoup de joie pour dire qu'on est rentré avec... Mais il faut être capable de monter les projets. Il faut être capable de monter les projets et soutenir les projets, parce qu'on aura besoin des cabinets qui peuvent être des cabinets locaux ou étrangers pour nous aider dans ce sens. Parce que beaucoup disent être experts en tel ou tel domaine, mais quand vous les mettez dans le montage de projets bancables, ils sont heurtés à ce qu'on appelle à de l'amateurisme, à de l'incapacité à pouvoir retenir l'attention du bailleur, et c'est ce qui nous fatigue le plus souvent. Voilà, allez-y Cap, c'est vrai, 7 milliards de dollars annonce faite, et c'est même aussi autour des projets, le programme de référence intérimaire, qui est comme le PNDS de la transition, qui va s'étaler jusqu'en 2025, qui est en phase aussi avec la charte de la transition, qui prévoyait un peu cette dynamique-là. Est-ce qu'on peut se dire que ça peut être une bouffée d'air pour l'État, au moment où les ressources sont rares, nous sommes dans une transition, et surtout le FINEX a une place minimisée aujourd'hui dans le budget national. Oui, ça, il faut dire même que quand on parle de ce FINEX-là, le déficit s'évalue autour de 20%. Donc ils ont besoin d'aller chercher ça en termes de financement extérieur, sachant que nous sommes dans une période de transition et les réalités internes du pays, avec le musellement de la presse, donc certains droits fondamentaux. Mais aussi ne facilite pas les choses. Ne facilite justement pas les choses, donc pour cette levée des fonds-là. C'est pourquoi les spécialistes sont allés jusqu'à dire qu'il ne faudrait pas qu'à défaut de pouvoir lever des fonds à ce niveau-là, qu'on pense à l'élargissement de l'assiette fiscale qui pourra contribuer également à rendre les choses plus difficiles pour les différentes entreprises qui existent déjà là, qui souffrent déjà au regard de ces conditions-là. Mais il faut quand même rappeler que pour ce programme-là, le gouvernement, à travers le Premier ministre, quand il évoquait, il faisait son discours, il a fait savoir quand même que pour la mise en œuvre de ce programme-là, ils ont identifié 64 projets. Et le paradoxe dans ces textes-là, c'est que sur ces 64 projets, ceux qui ont bénéficié d'une étude de faisabilité pourront être présentés lors de la table ronde. Donc ça veut dire que sur les 64 projets, ils n'ont pu présenter que 32 projets. Donc ils vont... Comment c'est possible? Comment c'est acceptable? Comment on peut penser même le fait qu'un pays peut se permettre d'aller dans une logique de lever des fonds auprès des partenaires et que vous arrivez avec un certain nombre de projets, sachant que la moitié des projets sur lesquels vous comptez présenter, les études de faisabilité n'ont pas été effectuées dans ce sens-là. Donc c'est quand même... C'est un manque à gagner énorme. C'est un manque à gagner énorme. Donc finalement, c'est 32 projets qui sont présentables sous prétexte simplement qu'on n'a pas eu le temps et l'opportunité de bien préparer la mission. Et les 32 projets, on parle de 16,6 milliards de dollars. Exactement, ça s'élève à 16,6 milliards de dollars. Et il faut dire que ce montant également, qui était mobilisé, 44,3 milliards de dollars, était censé être mobilisé auprès des partenaires traditionnels, d'où ce qui explique l'objectif recherché en partant là. On cherchait à mobiliser 4,3 milliards et on se retrouve à 7 milliards et quelques levées. Et quelque part, moi, quand je lis ça ou que je regarde ça, je me dis finalement, est-ce que c'est du réalisme ou est-ce que c'est le manque d'ambition qui fait que là où les autres pays sont capables d'aller lever le double, le triple ou même le quadruple de ce montant-là, nous on se contente de ce strict minimum? Est-ce que c'est en lien avec les réalités actuelles du pays? Est-ce que c'est en lien avec la crédibilité de notre pays qui fait aujourd'hui qu'on ne peut pas aller au-delà? On a du mal à mobiliser. On a du mal à mobiliser l'argent. Ou ce sont les projets. Ou est-ce que c'est la capacité d'absorption justement de ces projets financés par le passé qui explique qu'on ne peut pas dépasser un certain barème? L'un dans l'autre, en tout cas, c'est des projets, c'est des montants qui sont levés pour le moment. Ce sont des promesses. On attend voir la réalité de ces montants-là, finalement, qu'on puisse investir dans des projets de développement et que surtout ça puisse avoir un impact significatif dans la vie de la nation. Mais moi, j'ai envie quand même d'aller au-delà de tous ces projets de développement-là qu'on a envie de faire. Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on passe à côté de la plaque.
nous sommes quand même en février 2024. Et il faut dire que selon l'agenda de la transition, à partir du 31 décembre 2024, finalement, cette transition en tant que telle est censée prendre fin. Et si pour le moment, certes, l'administration, c'est une continuité, si les efforts ne sont conjugués uniquement que de lever des fonds pour des programmes de développement, qu'en est-il encore une fois de l'organisation justement de ces élections pour lesquelles on est en transition? Donc moi, je veux dire justement encore une fois, est-ce que c'est véritablement une priorité? Est-ce que ce vers quoi on s'achemine ne se décide même pas par l'action gouvernementale? Donc ça veut dire que les priorités sont ailleurs, pas le retour à l'ordre constitutionnel. Exactement, les priorités sont ailleurs, les priorités sont sur le projet de développement. Quand on sait qu'il y a un manque à gagner en termes de financement pour l'organisation des élections, les réflexions ne sont pas autour de la levée des fonds pour arriver vers ça, mais plutôt de lever des fonds pour des programmes de développement. Mais au-delà de ça également, j'ai envie de rappeler qu'il ne faut pas quand même occulter le fait qu'ici, on nous a fait savoir, ici en fait, avant de laisser Caps passer, je ne suis pas d'accord avec Caps sur ce point. Là où il dit qu'on s'accentue à la recherche de financement pour des projets de développement. Ce n'est pas parce qu'on est en transition que des projets, par exemple, de développement doivent être occultés. Aujourd'hui, ce qu'on pourrait reprocher à la démarche qu'ils ont menée, c'est d'avoir porté des projets qui n'avaient pas d'études de faisabilité. Ça, d'accord. Mais aujourd'hui, la recherche de financement pour les élections, c'est le ministre de l'administration et son premier ministre qui doivent aller à cette quête-là. Si la ministre de la coopération parvient à drainer quelques membres du gouvernement avec des projets sur lesquels ils peuvent mobiliser des fonds afin de faire bouger les lignes, on ne peut pas attendre que les élections soient finies pour que la Guinée, par exemple, prenne de l'avance sur certains aspects. Il y a des projets importants aujourd'hui qu'on ne peut pas stopper parce que c'est la transition. La question des hôpitaux, on ne peut pas les stopper parce que on est en transition. Les infrastructures routières, on ne peut pas les stopper parce qu'on est en transition. J'ai envie de te faire remarquer que l'État a décidé de puiser dans les réserves de la Banque centrale avec les banques primaires des 5 000 milliards. Et ça aussi, ça va également dans le développement des différentes infrastructures. Où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça? À un moment donné, Alphonse, il faut se dire... Quelles sont les priorités à la fin? Je ne suis pas contre le fait qu'on puisse aller lever des fonds. C'est une très bonne chose parce que c'est des projets de développement. Mais ce que j'ai envie de rappeler simplement, c'est une question de priorité à date. On est en train de mettre beaucoup plus l'accent sur des projets de développement que sur l'organisation des élections. C'est ce que je suis simplement en train de dire, Alphonse. Ça dépend du ministre qui intervient. Là, on parle du ministre de la coopération qui est sur le terrain pour mobiliser les ressources afin de mettre en œuvre le plan de développement, le plan le PRI, en fait. Ce PRI qui constitue carrément le guide en matière de développement pour la transition. Ce n'est pas mal en tant que soi. C'est aujourd'hui la question qu'on doit se poser. Que fait le ministre de l'administration pour faire bouger les lignes côté mobilisation de fonds? Parce qu'il a envie quand même que les élections lui soient confiées. Mais pendant ce temps, en dehors de mettre en colère les acteurs sur le territoire, qu'est-ce qu'il fait pour mobiliser les fonds? Qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là? L'interrogation ne doit pas venir, ne doit pas concerner ce qui est en train d'être fait. Ce qui est en train d'être fait, c'est une superbe... En fait, c'est un bon boulot. Ce qu'on peut reprocher, comme je te le disais, c'est qu'on transporte des projets, ça même c'est inadmissible, qu'on transporte des projets pour recherche de financement pendant qu'on n'a pas leur étude de faisabilité. Mais avant d'arriver même là, Alphonse, puisque tu diriges un très bon défenseur, pendant que ce que je révèle, c'est des faits qui sont aussi concrets dont il faut véritablement prendre en compte. Je suis d'accord avec toi. J'ai d'abord envie de te poser cette question-là, justement, que tu nous aides à comprendre. Ces projets-là, parce que ce ne sont pas que ces projets-là déjà qu'ils ont ouverts, ces chantiers qu'ils ont ouverts en termes de réalisation. Mais c'est quoi le bilan de cela? Quels sont les résultats en lien avec ça? Est-ce qu'ils ont déjà fait un travail en termes de rapport par rapport à ces activités qui sont menées pour dire on a mobilisé tel nombre de financements pour des projets de développement, pour des infrastructures qu'on a pu, et voici ce qu'on a pu réaliser pour qu'on puisse justement voir ça avant de nous lancer dans la quête de mobilisation de nouveaux financements. Et moi je pense qu'aujourd'hui, ça c'est des vraies questions qui étaient même censées être posées par des partenaires pour qu'ils puissent voir justement où est-ce qu'on est en train d'aller en termes de réalisation même de ces demandes qui sont aujourd'hui en train d'être faites. Et ça montre encore une fois pourquoi les autres pays sont en capacité d'aller au-delà de ce que nous sommes en train d'aller lever. Et il ne faut pas occulter également que la dimension de transition y a pesé. Et c'est pour dire qu'il faut revenir sur les priorités. Moi je saisis simplement cette tribune pour rappeler qu'on est en train de donner plus
la priorité au projet de développement tout en oubliant qu'on est là pour une transition et qu'on est dans cette dernière année de cette transition-là. En fait, quand tu parles de priorité, c'est là où je ne suis pas très d'accord avec toi. Parce que je comprends bien que cette interrogation demeure. Qu'est-ce qu'il y a, les fonds déjà mobilisés, les projets déjà réalisés, non, mais quand même, où en sommes-nous en matière de rapport? Ce qu'il faut rappeler, il y a quand même les 7 milliards de dollars, il faut saluer, parce que il y a une chose, hein, le coût global du programme de référence intérimaire 2022-2026 estimé à 108 milliards de francs guinéens, soit 12 millions 273 millions dollars US. 12 milliards. 12 milliards. 12 milliards, donc, voilà. 12 milliards, 12 milliards. Aujourd'hui, on est à 7 milliards de dollars. Donc, ça il veut reste dire, 5 milliards justement, à mobiliser. À mobiliser, qui est le coût global. Mais on a besoin de financement, 30 milliards, soit 3 milliards 409. Vous avez par exemple contribution de l'État via le budget national, c'est édicté. Il y a les collectivités et d'autres activités aussi qui vont venir s'inscrire dans cette dynamique. Mais sinon, le coût global, c'est 108 milliards de francs guinéens, soit 12 milliards 273 millions de dollars. Rapidement, pour répondre à la question de CAPS, aujourd'hui, aucun partenaire, par exemple, ne peut injecter un fonds dans de tels projets sans interroger la Guinée sur des fonds déjà décaissés. Il faut un rapport d'activité sur les projets préalablement financés. Il faut une idée de combien ça a coûté, de ce que ça a donné. À la suite de ça, on peut prêter des fonds, ce qui est le cas. Aujourd'hui, on doit s'intéresser plutôt au CNT. Qu'est-ce que le CNT fait pour évaluer ce que l'État, le gouvernement a mis en œuvre en matière d'infrastructure ou les financements qui ont été préalablement déployés? Mais ce travail qui est en train d'être fait, sur 12 milliards, on est à 7 milliards. C'est une prouesse. Daouda le rappelait, les autres... 104 milliards. Hein? Non. Ouais, sur les 12 milliards. Non, en fait, pas, pour la sortie des élections, c'est différent du projet PRI. Parce que c'est là où quand même CAPS n'arrive pas à dissocier les choses. Et il dit qu'on doit donner la priorité au retour à l'ordre constitutionnel. D'accord. Mais il y a un département sectoriel qui doit faire ce travail-là, qui est le ministère de l'administration du territoire, qui s'évertue à énerver tous les acteurs sur le terrain. Ça, ce n'est pas lié au PRI. Le PRI est porté par le ministère du Plan et de la Coopération internationale, qui est parvenu à tirer quelques projets assez intéressants dans les portefeuilles de plusieurs départements pour les porter auprès des partenaires afin de mobiliser. Mobilisation, ils étaient allés pour un objectif de 4 milliards. Aujourd'hui, ils sont à 7 milliards. Quasiment, en fait, presque le double de ces projets-là. Presque le double de l'objectif préalablement fixé. Donc ça, c'est une prouesse. Mais aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, c'est quels sont les projets concernés, premièrement? Est-ce que ce sont des projets qui impacteront directement les citoyens? Est-ce que ce sont des projets... En fait, c'est la composition des projets constituants... Les projets prioritaires. Est-ce que ça aura un impact sur la croissance, sur la croissance économique, sur l'emploi? Est-ce que ça permettra de régler cette crise économique qui est en train de se profiler à l'horizon? Est-ce que les infrastructures d'ordre prioritaire, la santé, les écoles, les infrastructures, les routes et autres, la question de l'énergie, parce que ce qu'on ne dit pas aussi dans la question de l'énergie, c'est qu'aujourd'hui la Guinée produit de l'énergie mais ne la transporte pas vers les foyers. On est en train de vivre on a plus de 1200 MW de capacité installée. Oui, mais le problème, c'est au niveau du transport. Oui. Donc, est-ce que la question du transport, par exemple, est un projet contenu dans les projets financés à cette occasion-là? Voilà ces questions qu'on doit poser aujourd'hui au gouvernement pour permettre d'être mieux éclairé là-dessus. Mais pour ce qui est d'avoir priorisé des projets de développement par rapport aux élections, je crois qu'on est en train de se tromper de cible. Le ministère de la Coopération peut accompagner le ministère de l'Administration vers des partenaires, mais le département indiqué pour porter l'ambition de sortir de la transition, c'est le ministère de l'Administration du territoire. Et pour le moment, je ne vois pas d'activité portée par ce département vers des partenaires pour financer les élections. Ils ont annoncé le montant qui doit être alloué, le montant nécessaire pour sortir de cette transition. Les acteurs politiques ont fait des suggestions sur des activités à éliminer afin de réduire le budget alloué à l'organisation des élections et permettre aux Guinéens de sortir de cette transition. Depuis ça, quelle est l'action qui a été menée par le ministère de l'Administration du territoire pour aller vers la mobilisation des fonds? Ils attendent l'Union, la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas les moyens. L'Union africaine n'a pas les moyens. Ces autres partenaires-là, ils ne les rassurent pas.
Déjà que le dialogue est difficile sur le plan national. Si le dialogue ne se fait pas, comment rassurer les partenaires qui doivent financer les élections à mettre leurs fonds? Surtout que sur la question des élections, c'est un principe assez simple. Les partenaires qui financent les élections, c'est des partenaires naturellement connus. Et ces partenaires-là ont des conditions pour permettre de mettre leur argent. L'une de ces conditions, c'est l'inclusivité du dialogue. Aujourd'hui, notre dialogue n'est plus inclusif. Le Premier ministre a beau faire des efforts, de l'autre côté, on sape ses efforts. Ça n'a pas marché. Le dialogue n'a pas marché. L'UFDG n'est pas à la table. Le RPG n'est pas à la table. Quel autre parti encore n'est pas à la table? Le gouvernement même ne vient plus à sa propre table. Parce que la question de dialogue, elle est mise de côté depuis un bon moment. Voilà l'interrogation ou les reproches que CAPS peut faire. Mais pour ce qui est du PRI, je crois je pense que le PRI même englobe même le cas des élections. Justement. Donc, en fait, pour ce qui est aujourd'hui de cette mobilisation-là, c'est une prouesse qu'ils aient dépassé l'objectif assigné. Mais notre interrogation demeure. On ne les félicite pas. On attend qu'ils reviennent et qui nous explique quels sont les projets qui sont concernés par ce financement qui sont allés mobiliser. On a peut-être pas les projets en détail, mais on a les axes, les grands axes d'orientation. Donc il y a la rectification. Le premier axe, c'est la rectification institutionnelle. Le second axe, c'est le cadre macroéconomique et financier. Le troisième axe, c'est le cadre légal et gouvernance. Le quatrième axe, c'est l'action sociale, emploi et employabilité. Et le cinquième axe, c'est les infrastructures, la connectivité et l'assainissement. Donc les différents projets, des 32 projets donc, qui ont bénéficié de ce financement à hauteur de 7 milliards là donc, finalement seront organisés autour de justement, je suivais la ministre qui parlait d'ailleurs de ce programme de référence intérimaire et plus loin, puisqu'il faut prendre en compte le besoin de la population sur les élections. Alors, elle disait que contient le programme de référence intérimaire. Effectivement, il y a l'organisation des élections à tous les niveaux, il y a le renforcement de la bonne gouvernance, il y a la création d'une démocratie participative, il y a la préservation des grands équilibres macroéconomiques et financiers, il y a l'instauration de l'état de droit, la justice y est, la création d'un climat de paix et de sécurité, l'amélioration des performances des services publics et de la gouvernance numérique, l'accroissement des investissements dans le capital humain, l'augmentation du stock de capital physique, l'accroissement de la productivité et l'accélération de la croissance économique. Voilà entre autres des questions quand même qui sont contenues dans le programme de référence intérimaire, ce qui veut dire qu'effectivement les élections ils font partir. Maintenant, c'est de dire si on a pu avoir une intention, puisque pour l'instant c'est des annonces de 7 milliards de dollars, ça veut dire que si on a la volonté d'organiser enfin les élections, on pourrait se reposer sur cela et rapidement aller avec le RAVEC et boucler ça rapidement et les autres activités. Et je pense que Djiba, il faut justement ressortir un élément assez important là-dedans. Voyez-vous quelle est l'importance de maintenir une certaine forme de communication avec la population? C'est justement ça. Là, le programme de référencement intérimaire, là, ça ressort quelque part de la feuille de route même que s'assigne le gouvernement. Et donc, quand tu prends ces différents éléments et que tu veux ressortir tout ça, l'interrogation aujourd'hui, ces différents projets qui sont présentés, ça devait permettre justement au Premier ministre lui-même de se prêter à cet exercice-là, de faire un véritable bilan avec un langage compréhensif par la population. Parce que ce qu'on est en train de nous dire là, ça c'est vraiment un tout. Depuis qu'ils sont là, depuis le début de la transition, jusqu'à la fin de la transition, ce sont ces grands axes, ce sont les différentes activités qu'ils veulent mener. Mais ce que nous leur demandons par rapport à ça, cet exercice auquel ils sont allés se prêter devant les investisseurs, peut-être qu'à leur retour, en rendant compte de tout cela, qu'un véritable rapport aussi détaillé ressorte le niveau d'exécution des différentes activités qu'ils ont pu mener depuis qu'ils sont là, en termes d'investissement qu'ils ont pu effectuer, et surtout l'impact de ces investissements qu'ils sont en train de faire sur la population. Parce qu'il faut pas quand même rester derrière les grandes théories économiques pour dire qu'on a tel niveau d'indice, on a on est à tel pourcentage, etc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quoi l'impact de tout ça sur le trait de vie des Guinéens? Parce qu'au même moment où on est en train de nous parler de ces exploits-là, il faut dire qu'au même moment, la population aujourd'hui est en train de souffrir, les gens sont en train de pleurer pour dire le marché devient cher, on constate la flambée du prix des denrées sur le marché, on sait que la période de carême a démarré pour les chrétiens, et après suivra pour les musulmans, et on sait que c'est des périodes assez difficiles. Oui, il y a une forte demande. Exactement, donc par rapport à
tous ces faits-là, je veux justement que nos autorités se prêtent à cet exercice-là, d'avoir une communication transparente avec nous pour que nous puissions, et sincère, pour que nous puissions véritablement comprendre où est-ce qu'ils nous ont pris, où est-ce que nous sommes et qu'est-ce qui reste véritablement à faire. Je pense que ça, c'est un exercice qui permettrait justement à ce que la population puisse mieux comprendre les choses. Et voilà, vous l'avez compris, 7 milliards de dollars en lien avec le programme de référence intérimaire, comme on le disait dans cette émission. Il faut rappeler que pour parler de ce programme, le coût global du programme de référence intérimaire s'élève à 108 milliards de francs guinéens, soit 12 milliards 273 millions de dollars. Et on va en parler de long en large dans l'émission. Si tout va bien, eh bien, on reviendra également sur d'autres options au cours de cette émission. Mais avant, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans un court instant. Sur Espace, ici, nous donnons le ton sur l'exclusivité, la quintessence de l'actualité guinéenne et internationale avec nos chroniqueurs taillés sur mesure. C'est le Before DGG, tous les matins, 9h midi. De retour sur ce plateau, dernière ligne droite de l'émission Le Before DGG. L'annonce a été faite, Alphonse, par le président du Conseil national de la transition. C'est vrai, le président l'avait dit dans son discours de Nouvel An. Les deux annonces fortes, c'était l'installation des délégations spéciales à la place des collectivités dont le mandat est arrivé à échéance. Il y a également le cas de la Constitution qui va être soumis par la voie référendaire. Et Dansa Kourouma, le président du CNT, qui a fait cette annonce. Dansa Kourouma qui fait l'annonce de la présentation du projet de nouvelle constitution au mois de mars. L'ambassade des États-Unis a réagi à travers un communiqué. L'ambassade des États-Unis en Guinée applaudit l'annonce du docteur Dansa Kourouma, président du Conseil national de transition, concernant la présentation de la nouvelle constitution de la Guinée en mars. Nous reconnaissons qu'il s'agit d'une étape importante dans le cheminement de la Guinée vers la démocratie constitutionnelle. L'engagement à créer une constitution qui incarne les valeurs démocratiques et reflète la volonté et la diversité du peuple des Guinéens est louable. Nous encourageons le gouvernement guinéen à poursuivre cette dynamique positive et à mettre en œuvre une constitution qui garantisse la bonne gouvernance, respecte les droits de l'homme et jette les bases solides pour une paix et une sécurité durable. Les États-Unis restent déterminés à soutenir la Guinée dans ses efforts pour atteindre ses objectifs fondamentaux pour le mieux-être de son peuple. Ça, il faut le dire, le président du CNT a fait une annonce informant que le projet de nouvelle constitution sera présenté au mois de mars, c'est-à-dire dans 2 semaines, disons. Ce projet de constitution fait suite à cet effort qui avait été, à cet exercice qui avait été fait au CNT, qu'on appelait le débat d'orientation constitutionnelle, qui a permis aux acteurs, aux paysans, aux acteurs sociaux, aux acteurs politiques, aux militaires et à tous les citoyens d'aller partager leur vision de ce qui serait notre prochaine constitution. Donc, aujourd'hui, l'annonce est faite que cette constitution, que ce projet qui était en rédaction sera présenté au mois de mars pour permettre aux Guinéens de prendre connaissance de ce à quoi ressemblera leur constitution. D'option. Justement, de ce à quoi ressemblera leur constitution avant pour éventuellement permettre à des organes de formuler des griefs pour des changements d'articles, pour améliorer certains articles, pour changer ou insérer de nouveaux articles, avant que cette constitution soit proposée à référendum. Contrairement à la constitution de 2010 qui a été adoptée par le CNT et qui a été remise en cause par Alpha Condé, parce que ça a été un des motifs véritables pour la réforme constitutionnelle qu'il a entamée en 2020. Il évoquait le fait que le CNT à l'époque, qui était constitué d'acteurs sociaux et politiques, n'était pas assez légitime pour adopter une constitution, et que la constitution n'ayant pas été soumise à référendum, qu'elle n'avait pas toute sa légitimité. Ça, c'est après avoir exercé 10 ans de mandat qu'il soulevait cette question. Donc, pour pallier à pour corriger cette erreur du passé, cette nouvelle constitution, après présentation au public, si
il n'y a pas d'amendement ou il n'y a pas de contestation, pourra être proposée, sera celle qui sera proposée à référendum pour que cette fois-ci, à la place du CNT, que ce soit l'ensemble des citoyens guinéens qui puissent se prononcer, oui, ou non, s'ils veulent adopter cette constitution. Pour donner un caractère plus légitime. Justement. Donc ce travail va être fait dans les prochains jours parce que dans le PRI, dans le document qu'on a reçu sur les axes prioritaires, quand vous voyez le premier axe, avant l'organisation des élections, sectorielles, si on peut appeler ça, il y a l'organisation du référendum, qui est la première élection à organiser avant même que les élections communales et législatives puissent intervenir. Donc cet exercice va être suivi de la promulgation, si les Guinéens acceptent de faire de ce projet de constitution leur constitution et qu'ils acceptent de voter lors du référendum, le président va l'abroger et ça servira désormais de constitution pour orienter l'organisation des prochaines élections suivantes. Justement. Ça, il faut le dire. Ce qu'il faudrait qu'il y ait une conformité entre la constitution et les autres lois, le code électoral, et tout le code des collectivités. Allez-y, Daoura Mohamed. Oui, vous savez, il y a trop... Activez votre micro. Excusez-moi. Il y a plusieurs pans qui sortent de cette table ronde de Dubaï. C'est qu'on a comme l'impression que au-delà de ce pourquoi on est parti, c'est-à-dire la mobilisation des partenaires, la mobilisation des fonds, c'est aussi une tribune offerte pour dire certaines choses qu'on veut passer comme message au peuple de Guinée. C'est le cas du conseiller du président, le général Mamadi Doumbouya. C'est son conseiller qui l'a dit, son conseiller spécial, Bokar Baïlali, qui a aussi profité de cette table ronde pour nous mettre à l'oreille que si vous avez, en tout cas de la compréhension, si vous avez pour référence, c'est-à-dire le 31 décembre, la fin de la transition, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Parce qu'aujourd'hui, comme Alpha Condé nous avait dit qu'il a hérité d'une nation et non d'un État, il a réitéré cela aujourd'hui, Bakar Baïlali, il a rappelé ce qu'Alpha Condé a dit, mais tout en disant que Alpha Condé n'a pas aussi réussi à laisser d'État. Et donc, cette restauration réelle ou véritable de l'État, c'est avec eux. C'est eux qui sont en train de le faire. Donc, pour le faire, et bien comme ils le souhaitent, comme ils le pensent, il faut mettre de côté toute idée de limite, de débat autour de la fin de la transition. Parce que mettre la pression aujourd'hui pour aller vers les élections, pour eux, c'est bâcler le projet de mise en tout cas le projet d'offrir à la Guinée un véritable État avec les institutions fortes. Mais est-ce qu'aujourd'hui le simple document suffit pour nous dire que nous avons désormais un État? Quand on prend la Constitution de 2010, elle n'était pas qu'insuffisante. Elle avait des insuffisances, oui, mais elle avait des éléments qui, juste leur application par les Guinéens, par les gouvernants, suffisait pour que nous appelions la Guinée État comme ils l'entendent, et qu'on veuille nous dire aujourd'hui que la constitution qui va sortir de cette transition, la transition du CNRD, va être comme la Bible ou le Coran. Même la Bible, même le Coran sont aujourd'hui transgressés par les humains. Tout à fait. Donc ce n'est pas une constitution amendable qu'on va nous présenter, modifiable à souhait, qu'on va nous présenter pour dire que c'est ce qui fera un véritable État, la Guinée. C'est ce qui fera que le voisin ne jettera plus les ordures sous votre fenêtre. C'est ce qui fera que la Guinée, le soleil se lèvera désormais exactement à 6h30 ou à 7h. Je crois qu'il faut aujourd'hui arrêter un peu de rabattre nos oreilles. Le travail, il est en train d'être fait. Aujourd'hui, les intentions sont quoi?
est-ce que aller à l'organisation des élections est chose qui n'occulte pas les investissements, comme c'est le cas aujourd'hui, la construction des infrastructures entre autres, la rédaction de l'autre côté de la Constitution, comme ils le disent, qui rassemble et qui ressemble aux Guinéens. D'accord. Mais lorsqu'on dit aujourd'hui une constitution qui ressemble aux Guinéens, nous ne sommes pas ce bon peuple d'exemple. Hein. En réalité, nous avons... si notre constitution que nous comptons rédiger aujourd'hui doit nous ressembler, en regardant aujourd'hui le Guinéen qui refuse d'emprunter la passerelle pour se frayer un chemin au milieu des barrières, si notre constitution doit ressembler à ce Guinéen, je me dis que ça va être un problème. Oui. Si notre constitution doit ressembler à ce Guinéen qui refuse de mettre les ordures dans les bacs à ordures pour jeter juste à côté, je crois qu'il ne faut pas que cette constitution nous ressemble dans ce sens. Si cette constitution doit nous ressembler à ce Guinéen qui dit lutter contre la corruption pendant que lui-même il est en train de se construire des villas à travers le pays, en dehors du pays, il ne faut pas que cette constitution nous ressemble dans ce sens. Si cette constitution doit nous ressembler à ce Guinéen qui dit de faire ce que lui il ne fait pas, je ne crois pas qu'on veuille que cette constitution nous ressemble dans ce sens. D'accord. T'as compris, Daouda Mohamed Kama. Peut-être c'était une métaphore, nous ressemble, qui tient compte de nos réalités. Peut-être c'était ça. Allez-y rapidement. C'est ça. Nos réalités, c'est ce que j'ai décrit là. C'est ce que nous sommes là. Non. C'est ça nos réalités. En réalité, qui s'adapte à nos problématiques, aux réalités, à nos réalités de vie. C'est-à-dire que ça doit tenir en compte comment rectifier tout ce que tu es en train d'évoquer là. Justement. En principe, c'est de là qu'on doit partir. Mais moi, j'ai quand même envie de rappeler une chose. Vous savez, récemment, quand on a eu le sous-secrétaire d'État chargé de l'Afrique, venant du département des États-Unis, c'est là où il a eu une première rencontre avec le président du CNT qui derrière nous a fait fuiter cette information selon laquelle on va sortir l'avant-projet de la Constitution autour du mois de mars. Et le président du CNT vient à nouveau le réitérer. Et moi je me dis que ça s'inscrit dans une logique. Vous vous rappelez de l'adresse à la nation du président de la transition, où dans son adresse à la nation, il a dit qu'il y aura l'organisation d'un référendum. S'il a parlé d'une élection, dans cette adresse à la nation, c'est la seule dont il a fait cas. Et donc, depuis là, on doit comprendre que la priorité en termes d'élection cette année, c'est le référendum. Donc, au courant de l'année 2024, finalement, on aura ce référendum-là. Maintenant, derrière, c'est très bien qu'ils aient écrit. Donc, justement, on attend voir c'est quoi le contenu de cette constitution-là qui est censée nous ressembler. Et chacun prendra le temps et la peine de pouvoir analyser le contenu. Et finalement, il y aura des propositions d'amélioration de ces différents textes qu'on pourra avoir à l'intérieur. Et l'un dans l'autre, encore une fois, je pense qu'il ne faudrait pas rebasculer dans les erreurs du passé, parce qu'on a vu comment les conditions dans lesquelles on est allé au référendum passé, qui nous a envoyé au changement constitutionnel, où l'avant-projet qui a été présenté et le projet qui a été adopté et celui qui a été finalement le décret qui a été, la constitution qui a été promulguée. Donc on a vu qu'il y a eu une différence entre ces textes-là, entre ce qui a été présenté par le peuple et ce qui a été vulgarisé. Donc il faudrait qu'on ne soit plus dans des situations du genre, et qu'encore une fois, que vivement cette sortie de cette nouvelle constitution puisse accélérer les choses. Voilà, Caps qui met fin d'ailleurs à cette émission. Merci beaucoup à toute l'équipe, merci à la régie, à la technique Mohamed, à Mafata Sanou et tous les autres. Portez-vous bien où que vous soyez, on se retrouve la semaine prochaine si Dieu le veut bien. Et en attendant, prenons soin de la Guinée car elle le mérite. Au revoir.